Bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14 h. Nous sommes 21 mai, dans 5 jours, 6 jours, c'est la fête nationale en Guadeloupe, 26-27 mai, période que ont le Guadeloupéen, et aussi 27 mai 1802, c'est période d'Ignace Delgrès. Donc pour nous songer ces dates-là, ça, et nous que parler de ça plus tard. Pour aujourd'hui, là, dans un petit moment, nous croyons souvent, madame, non, c'est Céline Moïsa Antonius. Bien bonjour. Bien bonjour, Dani. Et qui vient parler de nous, il est membre de l'association Ambition, c'est ça? Ambition Concept. Ambition Concept, qui dit nous que ça y est. Ensuite, nous recevons Olivier Faure et Djenaba Diop, c'est des mon Parti socialiste français qui est ici dans. Ils viennent faire tourner l'électorat, nous avons fait poser des questions. Mouneta Lindo, président de l'association FPG, et Patricia Sec, président international de la FPG qui est avec nous. Et nous avons Marie Karim, pas Marilène, Marie Karim et Iman Gari, enfin ça fout quoi. Et donc, regardez ce qui est dans l'actualité. Bien, bonjour Iman, qu'est-ce qu'il y a dans l'actualité aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour Danick. Alors aujourd'hui, au niveau de l'actualité, on va parler de la marche qui s'est déroulée ce samedi, donc en lien avec le drapeau haïtien, pour pouvoir justement dénoncer la corruption et l'insécurité qui règne dans ce pays. On reviendra aussi sur la 13e édition du Tour Rétro Auto, donc autour des voitures anciennes pour les passionnés des voitures de collection. Il sera aussi question du Salon des auteurs aux abîmes qui s'est déroulé pour cette 2e édition autour de Simone Schwarzbart et Ernest Pépin, donc qui étaient mis à l'honneur. Et on reviendra sur le festival du jeu d'antan qui s'est déroulé sur la commune de Bouillante. Voilà pour les titres. Voilà, et merci. Et aujourd'hui, nous aurons aussi un focus sur Éloi Machereau. Éloi Machereau, c'est un combattant, un militant kanak qui a été assassiné par le GIGN français en 1984. On en parlera. Il était membre du FLNKS et de l'UC, l'Union calédonienne. Et on va savoir pourquoi il a été assassiné le 12 janvier 1985 exactement par les forces françaises. Alors, Madame Moïsa Antonius, Céline de son prénom, membre de l'association Ambition Concept. Qu'est-ce que c'est Ambition Concept? Alors, Ambition Concept, c'est une association qui vraie jour en 2019. Et c'est une association qui est là pour mettre devant tout le but qu'il y en est vers l'artisanat, l'anglais. Et en fait, c'est une association qui, d'abord, pour une chouquée à Vieux-Bois-Bim. L'association est chouquée? Non, l'association la Chouquet Vieux-Bois-Bim. Ça veut dire l'association est chouquée? Oui. L'association est chouquée. L'association est à Vieux-Bois-Bim. Mais à pourquoi tu ris, Céline? Bref. L'association là à Vieux-Bois-Bim. Et c'est une association qui voulait mettre devant tout le travail à l'artisanat. Alors, c'est une association qui met devant le travail de l'artisanat. C'est bien ça, hein? Oui. Bref. Mais, bon, oui. Donc, c'est l'association qui peut mettre devant le travail à l'artisanat. J'ai bien compris. Oui, on peut bien comprendre. Et aussi, il a travaillé sur toutes sortes de langues. Et à l'association là, et c'est l'association qui a travaillé par PAC. Ça veut dire quoi crier PAC? Par PAC? Oui, donc ça veut dire que quoi proposer mon PAC pour faire ça, pour adhérer à l'association là, pour participer à l'activité de l'association là. Chaque activité là, il y en a un leader à PAC. Ni PAC linguistique, ça veut dire dans PAC linguistique là, ni langue, ni anglais, français, pagnol. Et langue en nous. Et ni pas qu'artisanal là. Donc, à pas qu'artisanal là, ça veut dire que nous pouvons mettre devant tous ces artisans locaux là. D'accord. Et ça veut dire que nous pouvons mettre devant. Et donc, nous pouvons essayer. Yo place à yo à dans société là et à si marché. Donc, c'est pour ça Ambition Concept qu'a fait un marché le 25 mai. D'accord. Pour faire des meilleurs. Et Ambition ça qui fait tout là, ça qui fait là quoi? Au Sony, c'est au boulevard là, boulevard des Roues. D'accord. Et donc, d'après ça, on voit qu'il y a 20 monde qui exposé. Oui. Donc c'est mon accueil exposé, mais sans l'idée à la famille. Donc pour nous, l'idée là c'est
travaillant d'autres gens avec ces artisans-là et liant yo. Fait en sorte de petite famille. Donc, nous avons fait réunion avec eux avant de parler ces marchés-là et après aussi. Donc, nous avons lié eux. Et c'est artisans aussi qui ont l'arrêt la KBM. Donc, voilà. Et Ambition Concept qui a travaillé avec. Alors, Ambition Village. Et Concept, c'est même média là. En fait, c'est nous à manifestation là. Ambition Village. Ambition Village. Et l'Ambition Village, il est en né avec KBM. Non, non à manifestation là, c'est Ambition Village d'avoir ces moun vrai côté là, moun qui enfin les côté là la place là et la quoi, il y a vrai ça mon village, mais c'est l'idée aussi à moun la Caraïbe. Il y en a moun Guadeloupe et moun la Caraïbe et bas c'est ou bas quartier aussi qu'on la quoi qu'on vieux brabim valet à yo ou mettre yo devant. D'accord. Et quand est-ce que tu fais dans Ambition Village? Dans Ambition Village, là, il y a trouvé toutes sortes de produits originaux par rapport à l'artisanat, qu'on qui a fait couture, ni plus créateur, producteur qui est là. Moun qui a fait artisanat, moun qui a fait production locale, moun qui a travaillé des maillots. On voit qu'il y a un stand KBM aussi? Oui, qu'il y a un stand KBM, puisque quand tu as commencé à dire Ambition Concept qui a travaillé avec KBM, en lianage et KBM. D'accord. Que nous envoyons un paquet, même bijoux filés, Lindsay, Gigi Gami, etc. etc. Et ça a commencé à partir de quel moment? Ça a commencé à 10h, c'est ça? À 10h pour finir à 5h. 5h de l'après-midi? D'accord. Et donc, Mouna qui vient là, il a acheté ça au besoin, c'est ça? Oui, Mouna qui a acheté ça au besoin. Et puis, il peut participer dans l'atelier aussi, parce que nous avons 2 ou 3 ateliers. Et nous avons l'atelier à l'entour à Sokamouv. Qu'est-ce que c'est ça, Sokamouv? Sokamouv, ça veut dire qui fait sport, mais en mouvement. Et bon musique? Et bon musique, oui. Musique soca? Oui, musique soca. Avec Christina et JF, quoi. Jean-Michel. Mitch, voilà. Bien. Bon, ben, nous prenons donc rendez-vous boulevard aux Abîmes, c'est ça? Oui, et c'est pour la fête des mères, parce que nous croyons qu'il faut nous aussi... faut nous bas et maman valer à yo. Faut nous chérie maman et maman grand monde. C'est vrai nous souvent fois nous chérie moun les yo parti, mais faut nous songer aussi prendre soin à yo les yo là. D'accord. Ben nous prenons mot pour ça. Et santé veut dire rajouter donc KBM qui a travaillé en lianage avec Ambition Concept d'avoir KBM aussi qui a mettre devant l'idée à marcher. Et nous trouvons que c'est un bon bitin, il y en a Ambition Concept avec ABM. Bon. Pour moi, c'est donc samedi à partir de 10h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Et 20 exposants, c'est que donc au boulevard Héros, les Abîmes, Aura Sonis, c'est bien ça? Hein? Oui, Aura Sonis. Aura Sonis, ce soir, Aura Sonis. Bien, Céline Moïse, on va dire bien merci. Bien, merci. Et rendez-vous pour samedi. Rendez-vous à samedi. Pas de problème. Et nous allons vous retrouver Iman pour l'actualité. C'était la marche d'Haïti pour le drapeau. Oui, une manifestation de soutien au peuple haïtien s'est déroulée ce samedi dans les rues de Pointe-à-Pitre pour dénoncer l'insécurité, la corruption et tout ce qui se passe dans Haïti, justement, autour d'une dizaine d'associations haïtiennes de Guadeloupe dans les rues de Pointe-à-Pitre pour une marche nommée « Laissez Haïti respirer ». On voit un reportage d'Olivier Mouradel qui nous parle de cette marche. Aujourd'hui, en fait, c'est l'anniversaire en fait, de la création de notre drapeau. Premièrement, donc on voudrait aussi marquer cette occasion en fait pour profiter pour dénoncer un petit peu tout ce qui se passe en Haïti, le contexte actuel, donc le contexte d'insécurité, d'ingérence politique internationale en fait, donc tous ces acteurs-là, qu'ils soient locaux ou internationaux, donc de leur dire en fait qu'il est temps de laisser le pays respirer un peu. La présence aujourd'hui là, c'est par rapport à la situation que le pays en nous vivre. Depuis des années, nous avons constaté que nous vivons une situation de gérance étrangère dans le pays là, hein, et que si nous avons souffert, peuple nous a souffert, ne peut pas rester en casa et de ce quoi que même si peuple nous a dit qu'il nous avons vrai que c'est mon qui a fait
c'est eux qui ont commandé. Ce sont plusieurs associations, notamment principalement des associations haïtiennes, parce qu'on a voulu en fait faire quelque chose, pas quelque chose entre nous, mais c'est que les Guadeloupéens en fait ils sont toujours là avec nous pour nous soutenir dans peu importe la situation. Donc cette fois-ci on a voulu un petit peu prendre les choses en main et ensuite voir comment ça va se passer. Voilà. C'est un système qui a commandé nous depuis après l'indépendance en nous et jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Et ces gens-là, nous connaissent, hein? C'est le corps groupe, c'est le Canada, c'est les USA, c'est la France, c'est les politiciens corrompus, c'est tout plein de monde qui a vendu le pays là. Et nous, on en a marre, on en a assez parce qu'on a besoin de vivre dans notre pays. Et c'est pour ça que nous là, pour nous dire que foutez marquant, que le système là, ça foutez marquant, nous besoin avoir d'autres butins, nous besoin que vrai peuple en nous vive en pays. Et moi, en besoin vous vivre en pays en moi aussi. Voilà, une situation à Haïti qui est vraiment assez inquiétante. On va parler maintenant de la 13e édition du Tour Auto-Rétro qui s'est déroulé ce week-end, donc autour de l'association automobile ancienne. Ce sont des fans d'automobiles et des collectionneurs qui veulent sauvegarder le patrimoine roulant de la Guadeloupe et faire connaître justement les véhicules d'antan. On voit un reportage de Michel Depape. C'est sur 3 jours, le 18, 19, 20 mai. Le samedi, nous faisons une promenade en Grande Terre. Le dimanche, nous avons un rallye. Et le lundi, nous faisons le tour de la Grande Terre. Donc c'est pour ça que notre tour s'appelle le Tour Auto-Rétro de la Guadeloupe. Et nous organisons ce tour une année sur 2 ici, et une année sur 2, c'est la Martinique qui organise son tour en la Martinique et nous allons chez eux. Là, aujourd'hui, nous avons 14 voitures qui viennent de Martinique. Moi, j'ai une Austin Mini de 1991 qui est juste derrière moi. Et c'est une voiture qui est déjà très amusante à conduire et j'aime beaucoup parce que c'est tout petit et ça ne prend pas beaucoup de place sur la route et on a l'impression d'être dans un jouet en fait. C'est mon mari qui m'a un peu amené à cette passion si vous voulez, dans la mesure où il a une petite Innocenti entre autres. Il a une Innocenti, une 2 chevaux et nous on a eu un adhérent qui vendait cette voiture, la petite Mini dont je vous parle et tout de suite j'ai eu le coup de foudre pour cette voiture. Je suis venu avec une Cadillac Fleetwood Brougham, c'est une grosse berline Cadillac des années 70, celle-là date du début des années 70. Voilà, c'est la première fois que je sors avec parce qu'on a eu beaucoup de travail avant de la remettre en état. Et voilà, c'est un véhicule qui est assez confortable pour ce type de sortie. Un ami qui l'avait acheté bien avant moi me l'a vendu. Et la carrosserie était assez propre, c'est essentiellement mécanique ce qu'on a fait dessus, on n'a pas fait beaucoup de carrosserie. C'est un véhicule sur lequel il n'y avait pas trop de frais à faire. Le principe de la Brougham, c'est qu'elle a un toit en vinyle, donc ça ressemble à une capote mais c'est rigide, ça ne s'ouvre pas. Le bleu Cadillac, c'est une couleur qui est très typique, qui est très courante sur ces voitures-là. Et la finition Fleetwood, c'est tous les chromes que vous avez autour avec les enjoliveurs chromés, etc. Voilà, c'était à l'époque, il fallait que les Américains voient que ça brille et que c'était très long et très gros. Voilà, de belles voitures de collection qui ont pu être vues par un grand public. On va faire notre première pause publicitaire et on revient tout à l'heure pour nos différents invités. Voilà, il est 12h59, il va être 13h dans une minute. On va recevoir beaucoup de personnes. Tout à l'heure, Dienaba Diop, bonjour. Bonjour.
Elle est porte-parole du PS, c'est bien ça? C'est ça. Et secrétaire des Yvelines aussi. Je suis première fédérale, la première socialiste du département. Olivier Faure, le grand chef du PS français, premier secrétaire national, bonjour. Bonjour à vous. On va recevoir aussi Monette Anido, présidente de l'AFPG, bonjour. Bonjour. Et elle est accompagnée de Patricia Sec, la présidente internationale de l'AFPG. Patricia Seke. Oui. Bien, comme je disais, un Olivier peut cacher un autre. Parfois, c'est pour une bonne raison et en fait une juste cause. Là, en l'occurrence, vous avez Olivier Nicolas. Oui. Et que je viens effectivement accompagner. Mais moi, et notre Olivier. Voilà. On revient au fil de l'actu rapidement avec Ima News. Oui, au niveau de l'actualité, on a déjà parlé de cette marche pour Haïti, donc pour le soutien du peuple haïtien qui s'est déroulé ce samedi. On a aussi évoqué la 13e édition du Tour Auto Rétro. On reviendra tout à l'heure sur le salon des auteurs qui s'est déroulé sur la commune des Abîmes, ainsi que sur le festival Jeux et Jouets sous la côte, sous le vent. Voilà pour les titres. Avant de donner la parole à toutes ces personnes, je fais un petit, comme chaque jour, un focus. Aujourd'hui, le focus, c'est hommage à Éloi Machoro. Alors, Éloi Machoro est un ancien professeur homme politique indépendantiste kanak. Il est né le 19 janvier 1946 dans la tribu de Kaneti, dans la commune de Kanala, en Nouvelle-Calédonie. Engagé au sein de l'Union calédonienne, créé officiellement au congrès de Bouraille en 1977, dirigé à l'époque par Jean-Marie Tibaou, qui lui aussi disparu. Il est élu à l'Assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et devient en 1981 secrétaire général de l'Union calédonienne et en 1984 ministre de la Sécurité du gouvernement provisoire de Kanaki. Le Front de libération nationale kanak et socialiste organise à cette époque-là le boycott actif des élections contre la loi Lemoine, qui était à l'époque ministre des colonies. Le 18 novembre, souhaitant se faire entendre de l'État français, Éloi Machoro applique une solution extrême. Il brise à la hache l'urne électorale dans la mairie de Kanala et les Kanaks bloquent les routes de Nouvelle-Calédonie par des barrages. L'homme devient alors un symbole de la lutte indépendantiste à l'époque. Il va mener sur le terrain les forces vives du Front de libération nationale kanak socialiste jusqu'à son décès. Il est l'un des acteurs marquants du tout début de la période dite des événements. Grave d'ailleurs, en Kanaki, il est toujours considéré comme une figure incontournable du nationalisme kanak et pour son implication totale dans le combat et la liberté du peuple kanak. Éloi Machoro a été abattu par le GIGN français. Il est mort le 12 janvier 1985. Alors bien évidemment, on parlera de la Nouvelle-Calédonie, mais monsieur Olivier, tout de suite, enfin Olivier, pas Nicolas, je pense que je vois Nicolas. Non, alors je voulais poser une question. Hier, je vous ai entendu dans un média dire qu'il est inadmissible qu'il y ait des problèmes d'eau de ce type-là en Guadeloupe, en France. Quand vous êtes ici, vous vous sentez en France? Comme vous le dites. Mais quand vous êtes ici, vous vous sentez en France? Absolument, mais une France qui aurait été un peu oubliée par l'État. Oui. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour que quand vous avez 100 litres d'eau qui sont dans le tuyau, il n'y en ait pas seulement 40 qui arrivent à destination. Comment se fait-il qu'il y ait des Guadeloupéens aujourd'hui qui n'aient pas l'eau courante à toute heure du jour et de la nuit? C'est insupportable de considérer qu'il y a des territoires négligés, méprisés, oubliés. Et donc, dans la campagne des Européennes, avec Olivier Nicolas, on se bat pour quoi? On se bat pour que l'Union européenne vienne aussi suppléer et qu'elle soit là aussi pour permettre la reconstruction d'un réseau d'eau dans l'ensemble des territoires européens et permettre que les conditions de vie de tous les Européens soient à peu près identiques. Identiques, c'est beaucoup exagéré, mais enfin, en tout cas, qu'il y ait un niveau de vie garanti. Et l'eau, qui est un bien commun, ça ne peut pas être négociable. Voilà. Alors, on va parler un petit peu de la Nouvelle-Calédonie, puisque la Kanaki, comme on dit, puisque vous savez que le gouvernement français, son président, va se rendre ce soir, je crois, en Kanaki. Comment, vous, au PS, vous analysez la situation actuelle aujourd'hui? Souvenez-vous que Madame... La situation actuelle, en fait, comme le rappelait Olivier Faure, notre premier secrétaire hier, c'est que nous désapprouvons la façon dont cela a été géré par le gouvernement actuel. Si nous avons, nous, une histoire avec la Nouvelle-Calédonie où, justement, Michel Rocard avait réussi à rétablir du dialogue et avait respecté les peuples de Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, on a l'impression que tout est fait en dépit du bon sens et que, finalement, on est dans une sorte de grand mépris de la situation telle que la vivent, justement, les locaux. Vous êtes pour le dégel ou contre le dégel? Parce que j'ai vu que vous aviez voté d'abord en février pour. Non. Le 21 février, j'ai regardé un petit peu sur l'Assemblée nationale. Absolument pas. Non, nous, on est...
Non, en février, je pense. Oui, mais même on a été contre le dégel parce que nous considérons que cette histoire est mal menée. Ça a été dit à l'instant. Vous vous rendez compte, voilà, vous venez de parler d'Eloy Machoro. Les années 80 en Nouvelle-Calédonie, c'est la guerre civile, ou la quasi-guerre civile. C'est à la fin 88, au moment des élections présidentielles, c'est la grotte d'Ouvéa avec 17 Kanaks qui sont abattus et 3 gendarmes, si mes souvenirs sont bons. C'est une situation qui est absolument catastrophique. On sent que tout peut exploser à ce moment-là. Que fait Michel Rocard? Il envoie une délégation conduite par Christian Blanc à l'époque et qui permet de rétablir le dialogue et de retisser ce lien qu'il faut retisser entre les Caldoches, les Kanaks, l'État français. La situation calédonienne n'est pas une situation comme les autres. On parle là d'une colonie de peuplement. Il y a eu dans notre histoire 2 colonies de peuplement, l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie. Comment vous considérez la Guadeloupe une colonie de quoi? Pas de peuplement. En fait, c'est une colonie quand même, la Guadeloupe. Oui, mais pas de peuplement. C'est-à-dire qu'on n'a pas importé... Pas de peuplement, c'est à voir. Hein. Historiquement, il y a 2 colonies de peuplement qui sont l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie les Kanaks ne deviennent minoritaires en Nouvelle-Calédonie que dans les années 70. Et c'est sous l'influence de Pompidou et Mesmer qui envoient du monde. Et c'est à ce moment-là que les Mélanésiens sont minoritaires. Et donc là, on a une histoire qui est effectivement très compliquée, qui est une histoire de décolonisation, avec des étapes qui ont été franchies, avec un dialogue qui avait été rétabli. Et voilà, patatras, en fin de parcours, vous avez quelqu'un qui cherche à passer en force et qui impose son rythme indépendamment de ce qu'est l'évidence. Et donc, il fracture la société calédonienne. Oui. Et on aboutit aujourd'hui à une situation de sécession, d'insurrection, qui est loin d'être complètement apaisée. Il y a encore des barrages en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu 6 morts en 6 jours. Oui. Que faut-il encore pour faire comprendre au chef de l'État qu'on ne doit pas trahir l'esprit de l'accord de Nouméa? Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette mission du gouvernement français? Tout dépendra de ce qui est fait quand le chef de l'État se rendra sur place. D'abord, il n'a plus de majorité au Parlement pour arriver à imposer le passage en force et donc le dégel du corps électoral dans un congrès qui interviendrait le mois prochain. C'était l'ultimatum qu'il avait fixé. Il avait dit, si vous ne vous mettez pas d'accord, dans un mois, je passe en force. C'est plus possible pour lui. Donc j'espère que le chef de l'État, comprenant que le rapport de force ne lui est pas favorable, va reculer. Et je pense que s'il est parti en Nouvelle-Calédonie, c'est pour éviter de faire passer pour un recul ce qui est un recul, et essayer de capitaliser sur ce qui serait un geste présidentiel en se rendant sur place. Mais la réalité, elle est là, c'est qu'on ne peut pas avancer parce que personne ne peut négocier un pistolet sur la tempe. Ça n'existe pas, nulle part. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une trahison de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est Lionel Jospin et c'est 98. Et il avait été dit que même dans l'hypothèse où les 3 référendums seraient remportés par le camp des loyalistes, des loyalistes ou des non-indépendantistes, eh bien, il faudrait à ce moment-là qu'il y ait une réunion de toutes et tous pour se réunir, pour tenir compte de ce qu'est la situation et de chercher un accord global. C'est exactement l'inverse de ce qui se fait depuis plusieurs semaines. Oui. Sous l'influence, en fait, de ceux que vous appelez les loyalistes, et qui sont les anti-indépendantistes, et qui, eux, cherchent à faire assumer au chef de l'État ce rythme nouveau. C'est ce passage en force, et c'était Mme Backès qui était ministre du gouvernement, c'est M. Metzdorf qui est lui-même rapporteur du projet de loi, et tout ça donne un signal qui est très négatif. Pourquoi? Parce que ça donne le sentiment que l'État, qui était jusqu'ici un État impartial, qui ne donnait pas son avis pour être plutôt chez les uns ou chez les autres, on a maintenant l'impression d'un État qui est complètement mis dans les mains des anti-indépendantistes. On peut arriver à quoi, là, finalement, aujourd'hui? Parce que, Macron va faire son tour, il reste une journée, peut-être une journée. Darmanin ne veut pas être vu là-bas. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette tournée? On peut espérer surtout pour la population en place qu'on arrête la communication et qu'on soit vraiment dans la solution politique qui passe par le dialogue, ça c'est certain. On peut espérer peut-être aussi de l'apaisement, mais ça ne sera possible qu'à partir du moment où on donne des gages aussi aux populations qu'on ne fera pas contre eux,
qu'on va tenir compte aussi de leurs désirs et de leurs besoins aussi de pouvoir être considérés comme des citoyens et qu'on ne vienne pas justement dans une sorte de rapport de force et dans un coup de poker, renverser le corps électoral et prendre des décisions qui sont à l'inverse de ce que veut la majorité. Oui. Et c'est bien ça le problème qu'on a aujourd'hui dans ce gouvernement, c'est qu'on est toujours dans la communication, toujours dans la provocation et toujours très très loin des préoccupations des populations et de leurs besoins immédiats. Mais alors pour les Kanaks, la fin de tout, c'est l'indépendance. Est-ce que le gouvernement français est prêt à accepter ça? Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dire des choses comme ça. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs formules qui permettraient de continuer à associer ce territoire à la République française, mais de permettre une souveraineté réelle du peuple en fait, de Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, quelles que soient ses origines, pour permettre qu'il y ait en fait, une forme d'association qui existe. Regardez ce qui se passe au Monaco. C'est en fait un État qui est à la fois souverain et en même temps qui est complètement associé. Un État associé, c'est la formule qui serait pour vous acceptable. Mais moi, je ne vais pas vous dire ici, à la place des Calédoniens, ce qu'il faut faire. Ce que je dis simplement, c'est qu'il faut que les Calédoniens puissent aller jusqu'au bout de cette logique qui est une logique d'association les uns avec les autres. On ne peut pas imaginer deux blocs qui seraient irréductibles et irréconciliables les uns face aux autres. Si c'était le cas, ça veut dire que vous fracturiez définitivement et dans des conditions dont on ignore même quelle serait l'issue. Donc les conséquences seraient peut-être dramatiques. Donc nous avons besoin de réconcilier des populations et leur permettre d'avoir un destin commun. C'est difficile, évidemment c'est difficile, mais ça ne peut pas se faire comme ça se fait là en ce moment. À 88, Rocard, c'était l'ordre juste. Et là, on a un président de la République et un Premier ministre qui sont juste dans l'ordre. Et donc ça ne va pas. Voilà. Bien, alors deux petits mots quand même sur les élections européennes, puisque vous êtes aussi venu pour ça. Réveiller l'Europe. L'Europe était endormie? On va dire que l'Europe était dans une espèce de léthargie dont on va la sortir. Et justement, c'est pour ça que nous sommes présents aux côtés d'Olivier Nicolas, qui est le candidat pour la Guadeloupe. Parce que... Il a des chances à la 19e place d'être élu. Oui, bien sûr. Non, je pose la question. Moi, je suis à la 18e place, donc je peux vous le dire juste avant lui. Oui. Il assure mes arrières. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes la seule liste qui est en capacité de justement battre la liste Renaissance, donc celle d'Emmanuel Macron. Vous êtes à 1%. Nous sommes à 1%. Voilà, nous sommes à 1% d'écart. Donc, un petit coup de main justement des Guadeloupéens et des Caraïbes et on est sûr de passer Mais qu'est-ce que l'Europe apporte aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Antillais, globalement? L'Europe, justement, elle apporte ce que le président de Commission européenne va juger comme étant stratégique. Oui. Puisque nous sommes la seule force politique qui aujourd'hui peut être en majorité au Parlement européen demain, si nous avons les 30 sièges qui nous manquent, nous serons celles et ceux qui mettront à l'agenda les problèmes d'eau, c'est-à-dire de restructuration des canalisations. Nous sommes celles et ceux aussi qui seront sur le prix de l'alimentation et qui limiteront justement ces effets d'aubaine qu'on peut avoir avec une inflation alimentaire qui est 3-4 fois plus importante que sur le continent. Je vous pose la question, Monsieur Faure. Vous savez qu'il y a, c'est pas une polémique, mais il y a une volonté du gouvernement français d'effacer l'octroi de mer. Vous êtes pour ou contre cette loi? Moi, je suis pour qu'on regarde les problèmes en face. La vie est trop chère outre-mer. Trop chère. Ça n'a aucun sens. Pourquoi elle est trop chère? D'abord parce que la réalité, c'est qu'on a spécialisé ici l'agriculture pour l'exportation et que vous êtes très loin de l'autosuffisance. Et puis les lobbies sont puissants aussi. Et j'y viens. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est en fait les marges qui sont réalisées par des gens qui sont en situation de monopole ou d'oligopole. Et le vrai sujet, c'est que vous avez des gens aujourd'hui qui profitent de l'insularité pour vous imposer des prix qui sont sans aucune mesure. Est-ce que l'Europe peut intervenir sur cette question? C'est une question française, ça? Oui, c'est une question française. L'octroi de mer, c'est une question française. Mais l'octroi de mer, il sert à quoi? Au contraire, lui, il sert à financer des politiques publiques qui permettent de... financer les collectivités locales. En fait, exactement, les collectivités locales. Et ça revient directement aux Guadeloupéens. En revanche, ce qui est pris, ce qui est prélevé sous forme de marge indue, ça part dans les poches de quelques personnes qui se sont beaucoup engraissées sur le dos, en fait, de tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, c'est ce qu'on défend avec Luxman, c'est ce qu'on défend avec Olivier Nicolas, c'est on défend notamment l'idée que, désormais, il doit y avoir une transparence sur la fabrication des coûts.
pour pouvoir mettre en évidence le fait qu'il y a aujourd'hui des entreprises pour lesquelles il n'y a aucun lien entre le prix qu'ils vous facturent dans la supérette ou dans le commerce de détail, mais qui n'ont aucun lien avec quels sont leurs coûts de transport, de production, etc. Voilà. Oui. Je pose quand même la question, je connais la réponse. Comment se porte la NUPES? Si vous connaissez la réponse... Non, mais j'ai bien envie d'entendre votre réponse quand même. Ma réponse, c'est simple. En fait, moi, je suis pour le rassemblement de la gauche et des écologistes. Oui. Depuis toujours. Pas pour les européennes, là, en ce moment. Sur les européennes, c'est un scrutin à la proportionnelle. Oui. Je suis pour, en fait, le rassemblement de la gauche parce que c'est la seule façon, demain, de battre l'extrême droite, qui est une réelle menace aujourd'hui. Oui. Mais simplement, ça ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition et à n'importe quel prix. Et je l'ai déjà dit, mon prix, c'est celui de la démocratie. Moi, je ne veux pas avoir quelqu'un qui considère que parce qu'il a été le premier à une élection présidentielle, il dicte à tout le reste de la gauche. On parle de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il ne peut pas dicter au reste de la gauche sa conduite. Il ne peut pas être dans l'outrance permanente. Il ne peut pas, en fait, faire descendre le plafond de verre qu'il y a au-dessus de la gauche. La gauche, si elle veut progresser, si elle veut gagner l'élection présidentielle, elle doit rassembler le plus largement possible. Et la vocation de la liste que nous menons aujourd'hui avec Raphaël Glucksmann, avec Dina Badiop, avec Olivier Nicolas, c'est une liste qui a vocation à rassembler toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans ce que nous portons ensemble. Oui. Donc une Europe qui soit une Europe démocratique, une Europe qui soit sociale, une Europe qui soit écologique, féministe, bref, une Europe qui permette à tout le monde de vivre mieux. Ça signifie au présidentiel, la NUPES va être réveillée, pour reprendre votre expression. Elle va être réveillée, mais en tout cas, il faut une alliance de la gauche et des progressistes la plus large possible. Oui. On sait très bien que la seule alternative crédible pour justement faire échec à cette espèce de scénario qu'on nous annonce avec l'extrême droite qui prendrait le pouvoir en France, on est en capacité, la seule force qui est en capacité de l'éviter, c'est la gauche. Mais pour ça, il faut être le plus large possible, il faut être respectueux des identités des uns et des autres, et il faut être aussi celles et ceux qui ne font pas peur et qui sont en capacité d'avoir un projet qui soit un projet humaniste et qui rassemble au lieu de diviser. Alors, Olivier Nicolas a sûrement dû vous en parler. Le 12 juin prochain, il y aura le congrès des élus. Et le président Losbar, président du conseil départemental, pense qu'on devrait aller vers une assemblée unique, et peut-être même au-delà, il parle de domiciliation du pouvoir vers l'autonomie. Quelle est votre position sur cette question? J'ai écouté ce débat, qui est un débat difficile, mais je crois que ça n'est pas mûr. Et j'entends ceux qui sont très prudents sur cette volonté d'assimiler départements et régions. Et donc, pour l'instant, je considère que le travail est fait, les compétences depuis la loi NOTRe ont été distinguées entre les uns et les autres, et que ce n'est pas forcément en agglomérant, en fusionnant, qu'on arrive à faire des économies, y compris de coûts. Je sais que c'est populaire de dire qu'on rassemble tout le monde et que d'un seul coup, dans cette histoire, dans cet amalgame, on va gagner de l'argent. La réalité, c'est que dans toutes les expériences qui ont été menées, en métropole notamment, les fusions ont conduit en réalité à des coûts supérieurs. Donc, restons méfiants sur le sujet, et il me semble que le sujet n'est pas mûr. Vous savez qu'il y a 20 ans, c'est à peu près ce que Lurel avait dit, et du coup, on a perdu 20 ans. Écoutez, on va encore faire 20 ans. On devrait écouter plus souvent Toto. Je vous remercie d'être venu. Et on suivra un petit peu ces élections, la liste Refil l'Europe, et avec Raphaël Glucksmann et notre ami Olivier Nicolas, on verra un petit peu s'il va être élu. Voilà, et ce soir, on est salle vous avez un meeting à la Réminès sous 18h30. Voilà, 18h30. Vous allez en Martinique après. Et on va en Martinique après. Vous allez rencontrer Béatrice Belli là-bas. Exactement, Sergette Chimie et beaucoup d'autres qui sont des amis. Je vous remercie de venir. Plaisir à retrouver. On parle à ces dames. Alors, Madame Alidor, merci d'être là. Vous êtes présidente de l'FPJ. Alors, deux petits mots quand même sur cette association qui n'est pas encore suffisamment connue en Guadeloupe. Eh bien non, puisque c'est une association qui a pris naissance au mois de septembre. Oui. Donc, c'est une association qui essaie d'apprendre à marcher simplement. Elle ne peut même pas encore se tenir debout toute seule. Mais nous avons quand même accepté de faire ce congrès ici en Guadeloupe parce que c'était une chose merveilleuse. Quand la présidente internationale m'a fait cette proposition, je lui ai dit, eh bien voilà, on va faire face, justement, ça sera difficile, certes, mais on va quand même... Qu'est-ce qui sera difficile d'organiser ce congrès, parce que c'est quelque chose quand même d'assez important.
Madame Seké, vous êtes venue ici à l'invitation de Madame Alidor notamment. Comment s'organise la FPG au niveau international, surtout aux États-Unis par exemple? Oui, aux États-Unis, notre organisation existe depuis 2009, mais elle a été créée en France, hein, parce que j'ai vécu 17 ans en France. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai fait toutes mes études en France, à Nantes. Je suis ingénieure en marketing et stratégie commerciale. Vous avez la nationalité américaine ou... Je suis une femme du monde. Je suis... Une femme du monde. Voilà, donc notre organisation s'est donc installée aux États-Unis en 2009 par mariage, parce que j'ai épousé donc un Américain qui était installé là-bas. Et j'ai installé l'organisation aux États-Unis. Donc l'objectif, donc, c'est de promouvoir les talents des femmes dans tous les secteurs d'activité et dans le monde entier. Donc nous avons organisé des congrès magnifiques sur les 3 continents, France, Europe, précisément en France, en Afrique et en Amérique. Et là... et vous venez en Guadeloupe? On vient en Guadeloupe, parce qu'on n'était jamais venu dans les Caraïbes. On s'est dit, il y a quand même des femmes performantes en Guadeloupe et dans les Caraïbes. Il est temps Vous avez une écrivaine, côté de vous, son livre, je crois que c'est la première femme après Marie Scondé, à avoir un livre traduit aux États-Unis, quoi, en anglais. Bon, je ne le savais pas. Mais enfin, je suis à mon 2e livre. Hein, Madame Seké va vous en parler mieux que moi. Oui. Puisque c'est elle qui est responsable de la traduction de ce 2e livre. Votre roman a été traduit aux États-Unis et c'est pas un hasard, c'est pas tout à fait un hasard. Mais non. Madame Seké, comment ça s'est passé? Le lancement de l'ouvrage de Wake Up the Legacy, très bien, ça a été très bien accueilli. Et d'ailleurs, comme Africa Femmes Performantes encadre les talents des femmes dans tous les secteurs d'activité, nous avons ouvert une maison d'édition aux États-Unis justement pour aider les femmes écrivains à pouvoir traduire leurs livres en anglais. Donc Madame Alidor, le lancement de son ouvrage The Wake Up the Legacy s'est très bien passé. Et là, nous sommes en train de traduire son ouvrage très connu, Tandakayou dans la tempête. Déjà, 2e ouvrage. Voilà, donc ce sera Tandakayou in the Storm qui est en train d'être édité en ce moment. Alors, comment le congrès va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir à partir du 26? Alors, à partir du 25. Du 25, le premier jour. C'est World Trade Center, je crois. Non, c'est à l'Arawaka. Tout se passera à l'Arawaka. Et donc, le 25, justement, à 9h, ce sera l'installation des stands des entrepreneurs, justement, qui vont exposer leurs produits dans cette foire d'exposition que nous avons prévu d'installer. Ensuite, à midi, ça sera l'accueil des invités spéciaux. À 10h. À 10h. Oui. Donc, les entrepreneurs commencent à s'installer à 9h. Et à 10h, l'accueil des invités spéciaux, c'est-à-dire les parrains et marraines, les chefs d'édilité qui ont été invités. Et ensuite, donc, on va donner... Mais il n'y aura pas que des femmes quand même invitées, non? Ah, mais non. Nous acceptons les hommes. Non, parce que l'association, c'est l'association des femmes entre dès l'instant, ils nous reconnaissent nos valeurs. Donc, ils sont avec nous. Il y a beaucoup d'hommes, justement, qui nous encadrent. Et même dans FPG, nous avons des hommes qui font partie du bureau. Donc, on accepte les hommes. Juste une précision. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une femme performante? Bon, alors, je vais laisser Madame Seké répondre. Madame Seké dit tout ça, ça s'appelle Africa Femme Performante. Je vais vous répondre exactement comme le ministre Damantan de la Guinée-Conakry m'avait répondu lorsqu'on avait fait notre congrès en 2017 à Conakry. Il y a toujours, comme dans toutes les organisations de cette envergure, pas mal de difficultés dues à des différences culturelles, etc. Et alors, il m'avait dit, Madame Seké, c'est justement la capacité à faire face aux difficultés qui fait de vous une femme performante. D'accord. Voilà. Donc, c'est la bonne définition. Voilà. Il y a beaucoup de femmes performantes en Guadeloupe. Ben oui, justement. Il y a une là qui se présente aux élections européennes. Ben, ce sera l'occasion de... Ici, on dit ça s'appelle un lionnage. Une connexion en français. Oui, et puis de toute façon, moi je suis toujours très admirative de ces femmes qui offrent un espace de sororité où on peut justement échanger sur nos différentes expériences et puis aussi susciter des vocations parce qu'on se dit que finalement, puisqu'elles peuvent le faire, et ben pourquoi pas soi. Et j'espère vraiment qu'il faut développer ce type de partenariat parce que les femmes ont besoin aussi de rencontrer d'autres femmes fortes, battantes, inspirantes et justement de pouvoir, et comme elle l'a dit, on
on accepte les hommes, au contraire, parce qu'il faut aussi s'appuyer sur l'autre partie de l'humanité pour pouvoir justement avancer. Nous sommes complémentaires. Rendez-vous donc. Exactement. Donc rendez-vous samedi 25 à l'Arawak pour démarrer, pour cette journée inaugurale justement. Pour lancer justement ce congrès, avec la foire d'exposition aussi, des entrepreneurs qui seront là pour montrer ce qu'elles produisent. Et ensuite, à la fin de cette journée, il y aura le grand gala, justement, qui sera quelque chose de prestigieux. On verra ça. Tout le monde peut venir. Oui, tout le monde peut venir. Monsieur Faure, une petite dernière question avant de vous libérer. L'extrême droite française est en train de monter en force. Ils sont très loin aux élections européennes. Ici aussi, oui. Ça c'est un autre problème. Il faudra qu'on en parle autrement. Est-ce que l'arrivée de Marine Le Pen, on peut encore bloquer cette arrivée en tant que gauche française divisée? Divisé, non, on n'y arrivera pas. Il faudra bien sûr que se rassemblent ceux qui sont prêts à assumer ensemble la gestion d'une coalition. Donc une coalition, c'est un endroit où on se retrouve sur un programme partagé, une candidature commune et où on se met d'accord sur un mode de régulation démocratique. À ces conditions-là, on peut avancer. Et si on y arrive, nous sommes aujourd'hui la seule force en mesure de battre l'extrême droite. Vous allez voir, si les sondages sont... Nous sommes parlé du PS ou de l'ensemble de la gauche? La gauche ensemble, parce que si vous regardez les choses, le scrutin européen, si les sondages disent juste, vous aurez tout en haut de la pyramide, vous aurez le RN, puis vous aurez vraisemblablement maintenant Raphaël Glucksmann, c'est pas encore le cas, mais c'est un appel à tout le monde. Il faut aider-nous à faire en sorte que nous puissions battre la candidate d'Emmanuel Macron, mais juste après... Vous avez encore de la réserve à gauche. Il n'y a pas de réserve pour Emmanuel Macron. Il est dans une situation où il ne peut plus battre l'extrême droite. Et donc, c'est à la gauche de se mettre en situation et de ne pas faire l'imbécile. En fait, on ne peut pas avoir la gauche la plus bête du monde. Donc, il faudra bien qu'à un moment, elle se retrouve pour pouvoir assumer le rôle historique qui est devant elle, faire barrage à l'extrême droite. Parce que si demain, vous avez en France l'extrême droite qui l'emporte, ça aura des conséquences, bien sûr en France, bien sûr en Europe, mais dans le monde entier. Parce que nous sommes un pays qui, quand même, s'est toujours adressé au reste du monde comme étant le pays des droits de l'homme, des droits humains, etc. Donc, ça, c'est fondamental. Et ne laissez pas le monde dans les mains à la fois de Trump, madame, aux États-Unis. Donc, faites tout pour le battre à l'automne prochain. Mais Milei dans le sud des États, en Amérique latine, Bolsonaro, Poutine, Xi Jinping, Khamenei, on en a assez de tous ces gens qui, en fait, sont les ingénieurs du chaos. Et donc, il faut des gens qui rétablissent une puissance d'équilibre. C'est ce que nous voulons faire en Europe, c'est ce qu'il faudra faire demain avec la France. Et donc, nous avons besoin, impérativement, donc, de faire en sorte que le 8 juin pour la Guadeloupe, vous nous aidiez. Donc, si je pouvais le dire comme ça, je dirais songez-nous le 8 juin. On peut pas rigoler. Juste rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit et je vous encourage. J'espère que vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Là, à notre congrès, il était prévu environ une délégation de 50 femmes et hommes du Congo. Le Congo, c'est la capitale de la francophonie parce que c'est 100 millions d'habitants, ils parlent français. Mais l'administration, les ambassades ont fait que, les visas n'ont pas été donnés. Et oui, c'est ça, c'est pour ça que j'en profite. Les visas n'ont pas été donnés pour la Guadeloupe. Les visas n'ont pas été donnés pour la Guadeloupe. Alors, la Guadeloupe est vraiment délaissée parce que cet engouement, et le Congo, quand vous arrivez sur la baie, c'est écrit en grand Kinshasa, capitale de la francophonie. Ils ont refusé les visas à des personnalités, à des personnes, à des maires, à des personnes qui devaient venir pour rehausser de leur présence au Congrès et pour rendre hommage à la Guadeloupe, en fait. Donc, je suis avec vous pour renverser la tendance afin que ce genre de choses ne puissent plus se reproduire parce que du coup, on n'a plus ces connexions, parce que c'est important, les connexions culturelles, c'est très très important. Donc, c'était mon petit coup de gueule, justement pour vous... On l'a entendu et on vous remercie. Merci, en tout cas, merci Madame Aldor, merci Madame Seké, merci Monsieur Olivier Faure et Madame aussi. Et bonne chance. Le rendez-vous ce soir à 18h30 pour les gens qui nous regardent, qui veulent venir à Nesouta. Rémi Nesouta. Voilà, c'est un anticolonialiste. Voilà. C'est fini pour la première partie. On se retrouve tout à l'heure après la pause.
Voilà, c'est le retour et la dernière séquence du ZCL News. Il est 12h et 13h34 dans un instant. On recevra Mme Marie Carême. Bonjour. Bonjour. Elle est sur la liste des fédéralistes. Elle nous explique un petit peu sa démarche et l'origine de ce combat. Sinon, on revient à l'actualité avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler du Salon des auteurs des Abîmes, donc deuxième édition qui s'est déroulée ce week-end donc sur la commune des Abîmes, parrainée par Simone Schwarzbard et Ernest Pépin, donc deux figures littéraires guadeloupéennes. L'objectif était de réunir des auteurs écrivains et aussi de développer la lecture et la démocratiser. On va voir un reportage d'Olivier Mouradel. La mission qui nous est dévolue par le président de Cap Excellence, le maire Éric Jalton, c'est de mettre en place une véritable politique culturelle avec une démocratisation de la lecture, entre autres. Donc, cela passe par des actions fortes comme celle-ci, réunir auteurs et lecteurs, mettre à la disposition du grand public des cases à lecture, mettre en place des cafés littéraires et tout un mouvement qu'il y a autour de la lecture pour sa démocratisation. Donc nous avons aujourd'hui reçu plusieurs dizaines d'auteurs, des maisons d'édition et un public qui s'intéresse beaucoup à la lecture et qui s'intéresse aussi aux thématiques qui sont développées en ce moment. Il y a tout un public qu'on voit complètement attentif et épris de cette histoire racontée par les jeunes qui arrivent et des petites histoires toutes simples qui nous poussent à dire que les jeunes sont vraiment à l'écoute de l'ancienne génération également. Et ça nous fait plaisir parce qu'il y a un passé qui n'est pas recouvert, parce que sans arrêt, il y a une espèce de stratification en millefeuille qui fait que le passé est enseveli et qu'il ne compte pas. C'est assez important d'avoir un salon comme celui-ci en Guadeloupe pour mieux rencontrer, mieux expliquer notre travail à la grande population. C'est vrai que la population se déplace très peu dans les librairies et c'est vrai que nous, avec les éditions, on aime bien aller à la rencontre du public. Ce salon permet de rencontrer du monde de notre géographique d'habitude et échanger. Les tables rondes, on rencontre des personnalités comme M. Thompson, on rencontre des docteurs. C'est vrai que ça nous permet de mieux nous connaître par rapport à ce domaine des éditions. Dans la photographie, j'ai commencé depuis l'âge de 14 ans quand même. J'ai pas mal d'archives, j'ai beaucoup d'archives. Et ce qu'il y a, c'est que je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut savoir laisser une trace. Et comme on dit, en auto-édition sur fonds propres, j'ai édité 17 livres. Hein. Il y a 17 livres de faits, mais uniquement axés sur le patrimoine. Très très peu de textes, mais beaucoup de photos. Ce qui veut dire que dans 15, 20, 30 ans, les jeunes ou les enfants pourront revoir telle photo, c'était ça, et voir faire une comparaison. Je suis plutôt dans cette projection-là, oui. Voilà, une librairie géante qui était disponible sur ce salon. On va parler maintenant de jeux et des jeux d'antan avec ce festival du jeu qui s'est déroulé sur la côte sous le vent, précisément à Bouillante, avec l'association Kilti Contrée. On voit un reportage d'Olivier Mouradel. Les jeux d'antan nous ont rejoints sous cette manifestation avec Guajeka et donc mais il n'y a pas seulement les jeux d'antan parce qu'en fait l'objectif vraiment oui il y a la tradition qui est là et nous sommes très contents et c'est l'occasion pour moi justement d'envoyer un grand de pensée, d'avoir une grosse pensée pour Januel Cabarrus qui nous a quittés dernièrement et qui faisait donc des jeux traditionnels. Donc les jeux traditionnels sont présents mais il y a vraiment toutes sortes de jeux. Il y a les jeux qui partent parce qu'avec la ludothèque Martine Félicité donc la ludothèque itinérante on a le hall est agencé d'une manière où il y a les jeux d'exercice, les jeux de symbolique, les jeux symboliques, les jeux d'assemblage et les jeux de règles. Donc vraiment, il y a toute cette phase-là de jeu pour pouvoir évoluer et donc pouvoir passer un bon moment. On est dans tout ce qui est jeux et jouets traditionnels. Voilà, donc tout, vous voyez, hein, tout ce qui est râler code, coussin sac, roue, tic à bois, voilà.
Donc c'est pour ça qu'on se devait d'être là au festival aujourd'hui. Au départ, on est parti d'une action de soutien à notre web radio, Radio Côte Caraïbe. Et puis la MPF, la Maison des Parrains de la Famille aussi, nous accompagne dans cette action. La Maison familiale et rurale de vieux habitants qui a mis à disposition des bénévoles et d'autres bénévoles qui se sont manifestés. On leur dit encore merci. La Ville de Bouillante qui nous soutient sous cette action. Et puis voilà, donc ces partenaires qui nous permettent de réaliser cette belle action aujourd'hui, le Festival du jeu et du jouet en Côte-sous-le-Vent. C'est vrai que maintenant, ça s'est beaucoup diversifié. On voit beaucoup de jeux de société un peu à l'heure actuelle. Hein. Mais dans le temps, à mon époque, je dirais, il y avait la toupie, on jouait à la piscine, on jouait à la marelle. Hein. Effectivement, c'est les jeux que les filles jouaient, mais nous aussi les garçons. Il y a aussi le cabois. Et il y a plein de jeux comme ça qui sont passés, mais avec les différents éducateurs, éducatrices, ça revient et on voit les enfants qui s'adonnent un petit peu à ces jeux-là. Parce qu'ils ne connaissent pas, donc ils sont très sur jeux numériques et nous on leur montre qu'il y a autre chose. Voilà. Il faut qu'ils se dépensent, il faut qu'ils apprennent à savoir aussi à quoi les grands-parents, les parents jouaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Voilà, donc les jeux d'antan qui restent d'actualité. Voilà pour les titres. Bon, mais on va parler un petit peu encore de politique puisque nous sommes en pleine période des élections européennes et on reçoit Marie Carême. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fédéraliste. Alors qu'est-ce que c'est une fédéraliste? Les fédéralistes européens, en fait, c'est un mouvement, en fin de compte, qui aspire en fait les décisions pour le peuple déjà, pour commencer d'une. Et donc voilà, hein, c'est un mouvement qui a été créé en 2011 par Monsieur Yves Vernignon. Oui. Vernignon, pardon. Et donc c'est vraiment pour la voix du peuple. Comment on vous situe à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au milieu, au centre? Mais non, parce qu'il faut qu'on comprenne. Non, moi on me situe à gauche. Hein, à gauche simplement. À gauche de la gauche ou à gauche de la droite? La gauche, à gauche. À gauche? Oui. Bon, alors, vous allez aux élections européennes, Madame Carême, j'ai envie de dire pourquoi? Qu'est-ce qui fait qui motive une Guadeloupéenne à aller aux élections européennes? En fait, moi, ce qui me motive pour aller aux élections européennes, c'est-à-dire que c'est pour avoir un petit peu de changement. Et pouvoir aussi éventuellement aider la population qui a besoin justement de ces fonds européens effectivement, qui nous aident pas mal quand même, d'accord? Oui. Et donc, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe entretient quand même pas mal de privilèges avec la Guadeloupe et les Outre-mer, entre autres, par rapport au fonds. Oui, quelle est la base de votre process, enfin de votre projet politique? C'est-à-dire qu'est-ce que un Guadeloupéen peut attendre de l'Europe et qu'est-ce que vous êtes en mesure de lui garantir si jamais vous êtes élu demain? Disons que moi, je garantis justement de pouvoir... alors par rapport à programme surtout, puisque c'est vrai qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup de... On ne parle pas que de l'eau, puisque finalement les gens, on a parlé beaucoup d'eau ces temps derniers, mais c'est vrai que les fonds européens, pour moi, pour les aides qu'ils peuvent apporter, comme je vous expliquais, à la Guadeloupe et à la population, même aux artisans, même aux agriculteurs surtout, et aux porteurs de projets, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, et on ne parle pas non plus aussi des personnes en situation de handicap aussi. Donc ces fonds européens aussi, si je vais justement au Parlement, justement, ça me permettrait aussi de donner la voix aussi des Outre-mer pour les aides justement que l'on a déjà, entre autres, mais si on pouvait en avoir un peu plus pour certaines activités, ce serait pas mal. Une campagne, vous êtes combien de Guadeloupéens sur cette liste? Il me semble qu'on est 6. 6 Guadeloupéens, il me semble. 6 Guadeloupéens sur cette liste. Vous êtes dans quelle position? Moi, non, vous parlez par rapport à mon parti. Oui, par rapport à votre parti. Non, non, au niveau des Guadeloupéens, on est en Guadeloupéen, je suis la seule, mais il y a un Martiniquais aussi. Il y a un Martiniquais et je suis la seule en Guadeloupe. Pardon. Oui. Et vous êtes à quelle place vous êtes? Deuxième position, après M. Yves Vernignon. Donc, vous pensez être élu, c'est ça? Je souhaiterais bien, puisque en fin de compte, c'est vrai que ça ferait un petit peu de changement, comme je vous dis. Hein. Moi, je ne suis pas particulièrement politicienne. Je me suis intégrée justement au niveau du Parti fédéraliste il y a 2 ans. Oui. Ils m'ont choisi pour les Outre-mer parce que c'est vrai que moi, j'ai parlé un petit peu de toutes les problématiques qu'il y avait en Outre-mer, puisque moi-même, je vis en Guadeloupe, donc je connais un petit peu le sujet.
puisque à la base, je suis artisan. Donc, je sais que nous, on a eu beaucoup de difficultés. Nous avons eu beaucoup de difficultés par rapport déjà au Covid. Et que toutes les petites entreprises, bon, les grosses entreprises aussi, mais bon, on a été plus touchés, les petites PMI et les petites PME, dont les artisans aussi, les agriculteurs aussi. Donc, c'est vrai que depuis lors, moi, je vois par rapport à mes collègues, il y en a pas mal qui ont fermé leur entreprise. Et c'est vrai qu'en étant peut-être au Parlement, peut-être essayer de donner la parole un petit peu pour essayer d'avoir des fonds qui vont pouvoir aussi aider les petites entreprises aussi. Mais beaucoup de Guadeloupéens disent que bon, l'Europe c'est bien, mais l'Europe c'est un petit peu loin aussi et ils ne sentent pas réellement l'implication de la communauté européenne sur notre quotidien. Tout à l'heure, je viens de recevoir un représentant du PS qui a un discours qu'on connaît, bon, pour protéger et développer la Guadeloupe. Est-ce que l'Europe est capable de protéger et de développer la Guadeloupe? Bah, disons qu'en fait, normalement, l'Europe est là aussi pour le développement de l'outre-mer. Hein, donc, s'ils ne sont pas... Bah, comment ça? C'est vrai, c'est comme je vous dis, c'est nous aider à développer, à nous donner un peu plus de fonds. En fin de compte, moi je pense que c'est l'argent qui fait que bon, on va pouvoir se développer un peu plus, puisque tout est injecté au niveau du port, au niveau de pas mal de choses. Mais est-ce que c'est injecté, comme j'expliquais la dernière fois, où vont les fonds européens quand justement certaines entreprises en ont besoin? Oui. Parce que vous savez que l'Europe prélève aussi beaucoup de TVA. Oui, bien sûr, comme l'octroi de mer aussi, qui fait que... Cotisation sur le sucre, etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, finalement... elle ne donne que ces quelques points. Oui, c'est ce que tout à fait aussi, oui. Mais bon, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous dis, comme je vous ai expliqué, il faudrait qu'il n'y ait pas que ça. C'est d'accord, vous donnez, vous reprenez, mais il faut se redonner aussi pour que ça puisse rester aussi, que quelques fonds aussi puissent rester aussi en Outre-mer en général, en Guadeloupe en général aussi, parce que je vis en Guadeloupe. Comme c'est l'actualité, je ne peux pas ne pas vous poser la question sur la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki. Comment vous voyez un petit peu ce qui se passe? Bah, c'est compliqué je les soutiens, mais c'est compliqué de parler de la Nouvelle-Calédonie parce que c'est vrai que pendant des années, il y a eu pas mal de soucis et que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour qu'il soit français à 100%, je ne suis pas convaincue. Mais sous le dégel électoral, vous êtes pour ou contre ce dégel électoral? J'ai vu l'ensemble de la gauche guadeloupéenne s'est prononcé, sauf à Richarlus. Il y a un communiqué qui est sorti ce week-end. Le président de l'OSBA, plus Letchimi, le président de la communauté guyanaise, La Réunion. Je n'ai pas entendu les politiques guadeloupéens sur cette question. Alors, quelle est votre position? Oui, parce qu'en fait, pourtant, ils ont bien expliqué, pourtant, dernièrement, qu'il y a eu quand même quatre présidents de région qui ont dit leur mécontentement, justement. Alors, lesquels, ils n'ont pas prononcé de nom. Ils n'ont pas dit de non. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux faire un référendum et essayer de trouver une autre solution parce que sinon, ça ne va pas aller. Hein. Je pense qu'il y aura sûrement vraiment une guerre civile qui est déjà là. Il y a eu 3 référendums. Oui, mais je pense qu'il faut en faire une autre parce que pour le moment, vous avez bien vu, le résultat, c'est qu'il n'y a rien. C'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. On a déployé des militaires, Macron a déployé des militaires là-bas. Mais c'est vrai que qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner encore un peu plus de guerre, en fait, hein, parce que là, ils essayent de déblayer, c'est vrai, pour essayer d'arranger un petit peu la Nouvelle-Calédonie, mais moi, je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Hein. Je ne crois pas, moi. Alors, vous êtes en campagne, j'imagine, comme on dit, vous faites du porte-à-porte. Comment les gens vous accueillent en général? Bah, disons que moi, c'est peut-être un petit peu plus facile parce que, bon, il ne faut pas oublier que moi, comme je vous ai expliqué, je suis artisan et que moi, je suis artisan coiffeuse et que je connais quand même du monde. Oui, les gens viennent directement. Que j'ai parlé quand même pas mal à des personnes que je connais. Oui. C'est vrai qu'il faut savoir aussi que, bon, que ce soit à Paris, où j'ai quand même évolué à Paris, que j'ai travaillé quand même à Paris pendant des années, je connais des personnes, je connais du monde quand même, dont je connais... C'est vrai que la population, c'est vrai qu'en Guadeloupe, me connaissent plus ou moins, donc, et c'est vrai que pour aller vers eux, c'est pas difficile en tout cas pour moi. C'est pas difficile pour vous? Non. Ils vous accueillent bien? Ils m'accueillent bien. Alors, c'est peut-être la... Mais la Guadeloupe est accueillante, hein, faut pas croire. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Alors, est-ce que ce parcours européen que vous faites ne préfigure pas d'autres élections à venir? Peut-être une municipalité, par exemple?
Oui, de toute façon, maintenant que je suis embarquée dans la voiture, dans le bateau, dans la voiture, je vais y rester, hein. Ça c'est sûr par contre. Donc vous visez prochainement? Ah oui, je vais continuer. Municipal ou BMAO? Oui, je ne sais pas si c'est BMAO ou Abîme, j'en sais rien. En attendant, je sais que je vais continuer la politique. Bon, mais écoutez, on souhaite bonne chance. Vous avez un meeting prévu dans les jours qui viennent? Non, pas particulièrement. Non. Pas encore? Pas particulièrement. Enfin, de toutes les façons, comme je vous ai expliqué, hein, moi, mon meeting, c'est la population, hein, c'est aller voir les gens, discuter avec les personnes. Donc c'est le porte-à-porte. C'est du porte-à-porte parce que je pense qu'aujourd'hui, vous savez, beaucoup de personnes sont plus ou moins intéressées par la politique et même pas du tout, même à la base. Hein. Oui. Alors si vous commencez avec des chiffres et de ceci et de cela, je pense qu'ils ne vont pas comprendre grand-chose. Le mieux, c'est d'aller leur expliquer de vive voix ce que vous êtes capable de leur donner et de l'expliquer avec votre cœur. Ça, c'est très important. Mais Marie-Carême, merci d'être venue. Merci. J'espère que les gens ont bien compris votre parcours et qu'ils vont vous suivre. Déjà 13h49, on fait un retour sur l'actualité. Mais avant, je rappelle qu'on a reçu depuis le début du ZCL Céline Moïsa Antonius, membre de l'association Ambition Concept, qui donne rendez-vous ce samedi aux Abîmes. Ensuite, nous avons reçu Dinaba Diop et Olivier Faure, tous les deux membres du Parti socialiste français qui sont en tournée électorale comme Mme Carême et qui ont un meeting ce soir à Nesouta. Mounette Alidor, président de l'association FPG, Association des femmes performantes de la Guadeloupe, était de passage avec Patricia Seké, qui est la présidente internationale de l'Association des femmes performantes d'Afrique et de la diaspora. Vous n'y êtes pas encore à cette association, non? Non, je n'étais pas au courant de cette association. Bon, j'ai discuté avec Madame Alidor. Non, la dame qui les attendait, qui est de Washington. Oui, et donc, Madame Seké. Oui, voilà, on a échangé un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier non plus que je vis en Guadeloupe, c'est un fait. Oui. Je suis guadeloupéenne d'adoption, mais il ne faut pas oublier non plus que moi, ma mère est d'Afrique. Donc il ne faut pas l'oublier. Bon? Oui. Ah, bon, je ne savais pas. Africaine. Bon, de toute façon, le rendez-vous est pris à la Wawak ce week-end. Ce week-end, oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Je sais que notre ami... c'est samedi ou dimanche? Oui, samedi. Samedi, voilà, c'est samedi. Iman sera là. Ah, oui, et Marie-Carême, qu'on vient de recevoir candidate avec les fédéralistes. Rappel des infos avec Iman, justement. Oui, au niveau de l'actualité, on a parlé de la marche qui s'est déroulée en soutien au peuple haïtien dans les rues de Pointe-à-Pitre, donc ce samedi, avec plusieurs associations haïtiennes de Guadeloupe autour de cette marche pacifique baptisée « Laissez Haïti respirer ». On a fait aussi un petit point sur la 13e édition du Tour Auto Rétro, donc une association automobile ancienne qui sont fans d'automobile se réunit chaque année autour de ces véhicules d'antan. On a fait aussi un petit retour sur le salon des auteurs des Abîmes, donc deuxième édition avec le parrainage de Simone Schwarzbart et Ernest Pépin, donc sur la commune des Abîmes. Et il était aussi question du festival du jeu et jouet en Côte sous le vent, donc sur la commune de Bouillante. Voilà. Et le focus du jour, c'était l'hommage à Éloi Machourou. Éloi Machourou, c'est un Kanak qui est né, je vous l'ai dit, en 1946, 19 janvier, et qui a été assassiné le 12, je vous donne la date exacte, qui a été assassiné le 18 novembre 1984 par le GIGN français. C'était en Kanaki, et donc, comme on parle beaucoup de la Kanaki en ce moment, c'était normal que notre ami... Oudalia fasse un petit focus sur Éloi Machourou. Voilà, on vous remercie d'être avec nous tous les jours. Et puis on vous retrouve demain. Demain, c'est jamais mercredi. Sans Iman, ce ne sera pas pareil, mais enfin, nous, quelqu'un quand même. À demain. Les prix des billets d'avion pour les Outre-mer sont trop chers. 867 €, prix d'un aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre actuellement. 8 heures de vol. Pour un Paris-Los Angeles, 11h35 de vol, dans les mêmes conditions, 686 €. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis rapproché du principal fournisseur de kérosène dans le bassin Antilles-Guyane et des dirigeants des compagnies aériennes. J'ai pu constater que le voyageur ultramarin est littéralement la poule aux œufs d'or, ou encore le dénon de la farce, du financement des infrastructures ferroviaires françaises. Pourtant, des trains en circulation en Outre-mer, il n'y en a pas, patini. En effet, la taxe de solidarité dite Chirac
payés par les compagnies aériennes pour financer les investissements de l'État en matière de ferroviaire, figurez-vous que le passager ultramarin la paye. Pourquoi donc ne pas exonérer de cette taxe les compagnies aériennes opérant des rotations en Outre-mer vers l'Hexagone? On parle là de millions d'euros. Vous avez raison, la question de la desserte aérienne de la Guadeloupe et plus largement des Outre-mer est cruciale. Et évidemment, avec le gouvernement, nous y sommes très vigilants. Vous m'interrogez sur la taxe dite Chirac. Celle-ci finance, comme vous le savez, depuis 2006, l'aide au développement. En 2020, elle avait été majorée d'une éco-contribution qui permet de financer la décarbonation des mobilités des Français grâce à des investissements dans des infrastructures de transport durable, notamment le ferroviaire. Ça représente 1,50 € par billet en classe économique. C'est évidemment bien loin du prix total du billet que vous avez évoqué, mais qui est véritablement un sujet sur lequel nous devons continuer à travailler. Pour autant, je le dis, le gouvernement met tout en œuvre et continuera à le faire pour rendre les vols entre l'Hexagone et les Outre-mer accessibles à tous les ultramarins. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà prises qui limitent les coûts par rapport aux autres vols. Je pense à la TVA et aux obligations de compensation des émissions applicables aux vols intérieurs. 2 mesures qui ne s'appliquent pas pour les vols desservant l'outre-mer, ce qui permet déjà un soutien. Je pense également aux règles européennes qui ne sont pas applicables, en particulier l'obligation d'incorporation de carburant d'aviation durable pour les vols au départ de l'outre-mer ou l'intégration au marché carbone européen. Donc ces mesures-là que je viens de citer, elles permettent de limiter le prix des billets entre les outre-mer et l'Hexagone. On agit également pour rendre plus accessible le transport aérien pour nos compatriotes outre-mer avec une augmentation de 50% de l'aide à la continuité territoriale mise en œuvre en 2024. Et c'était notamment une revendication des députés ultramarins de tous les bancs qui s'étaient mobilisés pour cela.